Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, aujourd'hui c'est vraiment une journée spéciale à plus d'un titre. Tout d'abord, cette journée est l'aboutissement de près de 10 ans de travail intensif pour mettre en place sur notre campus Jean Bleu Agrobiotech des systèmes de production agricole innovants et qui soient adaptés à nos villes et à ses pourtours. Ce travail se fait avec mon équipe dans le cadre du Centre de recherche en agriculture urbaine. Cette journée, c'est surtout l'aboutissement de 8 années de collaboration enrichissante avec mes collègues de Jean Bleu pour donner forme et vie à notre plateforme Wasabi. Cette plateforme se veut donc le reflet des possibilités de réintégration du vert en ville, du vert nature, du vert agriculture. Et si vous visitez notre site, ce que vous allez faire cet après-midi, vous apercevrez qu'il n'y a pas que des systèmes de production, mais également des infrastructures permettant d'accueillir la biodiversité en dialogue avec l'agriculture. Mais j'en dis déjà beaucoup et je risquerais de déflorer le sujet de cet après-midi. C'est donc aujourd'hui que nous allons inaugurer cette plateforme et c'est une journée d'autant plus particulière qu'elle sera rehaussée cet après-midi, non seulement par Monsieur le ministre Borsu, mais également par Sa Majesté le Roi. Tous deux effectueront une visite de terrain. La plateforme Wasabi, comme vous le verrez cet après-midi, c'est un outil d'enseignement, de recherche, de démonstration. Et c'est à ce titre que nous avons souhaité organiser ce matin et en début d'après-midi 2 masterclass. Ces masterclass ont été élaborées pour vous, public averti, formé d'experts en la matière, en matière agricole, environnementale, pour les milieux urbains et périurbains, et aussi pour vous, public partenaire de notre plateforme. Elles ont donc pour but, ces 2 masterclass, de vous former à partir des recherches pointues effectuées à un niveau international. Et les visites de cet après-midi permettront d'illustrer ces recherches. Enseignement, recherche, démonstration, telles sont les missions de Wasabi, et nous espérons donc que dès aujourd'hui, le contrat sera rempli. Ces masterclass sont coordonnées et organisées par le Centre de recherche en agriculture urbaine, mais aussi par le projet Interreg Groove. Groove est un partenaire privilégié de la plateforme et ce projet sponsorise aujourd'hui la journée. Nous les en remercions. Nous allons maintenant passer au masterclass et la masterclass va débuter avec notre ami Éric Duchemin. Éric Duchemin, je le connais depuis 2013. Nous avons eu l'occasion d'échanger régulièrement, mais Covid oblige, il va effectuer sa présentation par visioconférence de Montréal. Soyez indulgents, il est 4 heures du matin pour lui, et donc on l'en remercie vraiment et on le remercie pour l'effort fait pour nous faire cette conférence. Éric Duchemin est directeur scientifique du laboratoire sur l'agriculture urbaine, au LAB, et du Carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine du Québec, le CRETO. Il a reçu un mandat du gouvernement du Québec pour la documentation et l'accompagnement du développement des fermes urbaines, tant au niveau des pratiques, des technologies, que des modèles économiques. Donc, depuis plus de 13 ans, il mène des recherches interdisciplinaires et intersectorielles sur l'agriculture urbaine comme outil de résilience, de développement durable de villes, dans une perspective des smart cities. Ces recherches examinent aussi comment l'agriculture urbaine, en tant qu'infrastructure verte, peut nourrir la ville et jouer un rôle social dans la lutte à l'insécurité alimentaire et à l'autonomisation des individus et des collectivités, tout en fournissant bien évidemment des services environnementaux. Spécialiste reconnu internationalement, il est amené à animer des formations, à participer à des comités et à des recherches ou des projets d'intervention à l'international, et donc particulièrement en France, en Belgique et aux États-Unis. Avant de lui céder la parole, si vous pouviez remettre la dia PowerPoint pour expliquer aussi à notre public une dernière chose. Donc vous voyez en bas de l'écran
Il y a, pour ceux qui sont en présentiel, la possibilité de se connecter au réseau Wi-Fi. Donc prenez note si vous le souhaitez. Et puis, que ce soit pour les gens qui sont en présentiel et les gens qui sont en virtuel, il y a 70 inscrits et nous les accueillons aussi à travers Internet. Donc pour eux et pour vous, vous avez en ligne le Slido. Donc vous allez sur le site Slido et là vous pouvez poser au fur et à mesure de la visioconférence d'Éric Duchemin vos questions. Nous allons ensuite, et là c'est Nicolas Ancion qui va s'en occuper, récolter les questions. Vous pouvez même voter pour certaines questions si vous les jugez très intéressantes et importantes. Et donc en fonction de ça, on aura avec Nicolas Ancion, qui va quelque part jouer le modérateur de la conférence, un retour et des questions. Donc Nicolas Ancion, il est au CERO, au Centre de recherche sur l'agriculture urbaine, il est chef projet dans le cadre du projet Groove. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je cède maintenant la parole à Éric Duchemin. Bon matin, comme le spécifiait Aïssam, il est 4 heures du matin à Montréal. La caméra n'était pas à son meilleur, puisqu'il fait encore très noir. Donc l'objectif aujourd'hui, après discussion avec Aïssam, c'était l'idée de vous présenter le mouvement d'agriculture urbaine au Québec, où on en est, qu'est-ce que ça représente, et surtout finir avec le développement beaucoup plus récent de l'agriculture urbaine qu'on appelle commerciale, donc les fermes urbaines, les entrepreneurs, qui est vraiment le dernier mouvement depuis à peu près 5 ans, qui se développe très rapidement au Québec, au Canada, aux États-Unis, mais c'est aussi le cas ailleurs en Europe. Alors, je vais aller chercher ma présentation. Alors, comme Aïssam le présentait, je suis un scientifique en agriculture urbaine et du Carrefour de recherche d'expertise en agriculture urbaine, qui est un mandat que nous menons depuis 3 ans. Le laboratoire sur l'agriculture urbaine existe depuis déjà plus de 13 ans, à mener différentes activités au niveau de l'agriculture urbaine, et pas uniquement sur les fermes urbaines, bien que c'est vraiment la tendance que nous avons pris dans les derniers 5 ans. De travailler sur les fermes urbaines, vu son développement, vu le potentiel, et vu aussi l'intérêt très puissant des pouvoirs publics pour ce mouvement. On aime bien, on se définit comme un laboratoire de recherche indépendant. Donc, nous sommes associés à l'Université du Québec à Montréal, mais nous sommes une structure mixte. Donc, nous sommes une association à la base, donc ce qu'on appelle un organisme sans but lucratif. Et nous avons initié nos recherches en s'intéressant avant tout à l'agriculture urbaine sociale. Donc, ce qu'on appelle les jardins communautaires, jardins collectifs, on va voir là qu'est-ce que ça représente au Québec. Et nous regardons aussi autant au niveau des impacts sociaux, des impacts environnementaux et toutes les questions économiques. Questions économiques autant au niveau des fermes urbaines, mais aussi de l'agriculture urbaine sociale. Donc, récemment, avec la COVID-19, on a lancé une recherche aussi pour essayer d'estimer que représentent au niveau économique les jardins individuels, entre autres. Donc, il y a le nombre de personnes qui ont des jardins chez eux, des potagers, et ça a une valeur économique. Donc, on essaie de voir actuellement, est-ce que ces potagers-là est un outil de résilience pour les familles lorsqu'il y a perte d'emploi, où il y a moins d'accès à certains aliments et autres. Donc, c'est des genres de recherches que nous menons et nous le faisons autant aussi sur les pratiques et les techniques utilisées par les jardiniers ou les fermiers. Donc, ça fait grosso modo, là, ça représente ce que fait et poursuit comme type de recherche et d'activité le laboratoire sur l'agriculture urbaine. Donc, comme je le mentionnais, là, on fait de la recherche, on fait de l'accompagnement aussi, accompagnement de municipalités, accompagnement d'entreprises agricoles. On fait énormément de transfert de connaissances.
la société. Sinon, on ne parlerait pas d'agriculture urbaine, on parlerait beaucoup plus d'horticulture ou de fleurs, mais pourquoi on prend le thème agriculture, c'est parce que c'est vraiment une action agricole qui est très axée sur le maraîchage, mais qui est aussi des animaux en ville, le retour des petits animaux en ville, de la transformation, de la distribution. Donc, il y a tout ce grand contexte-là agricole derrière. Et nourrir la population, mais beaucoup aussi avec toute cette notion-là de bien commun, de changer quelque chose et de le faire au niveau local, au niveau de notre communauté. Donc, ce qu'on travaille beaucoup, c'est des questions de quartier nourricier qui se développent, donc où on a vraiment l'élément de production, de distribution, de transformation très localement et très ancré aussi socialement dans le mouvement social de proximité qui développe quelque part des noyaux sociaux d'entraide, de solidarité. Et on fait souvent le pendant là, au sein du laboratoire avec la question des bibliothèques et de la culture et de la connaissance. On se pose plus la question si des municipalités ou des quartiers, des arrondissements doivent avoir des bibliothèques. C'est un fait acquis. L'accès à la connaissance est important pour tous. On porte cette idée-là aussi que finalement l'alimentation devrait aussi être considérée de la même façon. On devrait avoir des installations pour permettre une alimentation saine et adéquate de l'ensemble de la population. Ce qui va donner aussi certains projets un peu comme ça, là, c'est l'idée et là j'ai pris la cité maraîchère de Romainville, je ne sais pas si c'est le meilleur cas, mais c'est quand même cette idée-là où une municipalité a décidé de créer une installation centrale pour la communauté, de production, aussi d'éducation, de sensibilisation et de formation de la population à la possibilité de produire ses propres fruits et légumes, des saines habitudes de vie, etc. Donc, c'est vraiment cette idée-là de bibliothèque portée par une municipalité qui devient quelque part un bien commun. Donc, si on fait un peu ce portrait-là de l'agriculture urbaine, où je dirais souvent, c'est un peu le retour de l'agriculture urbaine, parce que l'agriculture urbaine, c'est vieux comme le monde. Les villes ont été créées par l'activité agricole. Quelque part, la société humaine s'est sédentarisée avec l'activité agricole. L'agriculture a été présente dans les villes presque de tout temps. C'est un peu après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a commencé à industrialiser, peut-être un peu avant, mais beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a industrialisé l'agriculture et qu'on a pris la décision de considérer que les activités agricoles n'étaient pas adéquates pour le monde urbain. On a repoussé tranquillement et les différentes villes et gouvernements ont mis en place des réglementations interdisant les activités agricoles en ville. Pour moi, si on prend l'exemple de Montréal, entre autres, c'est pour l'Expo universelle de 1967 que la ville de Montréal a décidé que tout ce qui était activité d'animaux en ville était à bannir. Donc, c'est relativement récent, 1967, mais avant ça, c'était possible d'avoir des poulaillers et même des poulaillers commerciaux au cœur de la ville de Montréal. Mais à partir de 1967, il y a une loi qui est passée et on a quelque part interdit tout type d'activité agricole en ville dans un zonage urbain, qui peut être aussi très agricole comme paysage, mais dès que c'est zoné résidentiel, commercial ou industriel, toute activité agricole était bannie. Mais en 1967, et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est au début des années 70, il y a une crise économique. L'agriculture urbaine est très, très liée aux crises sociales, économiques, comme les deux guerres mondiales, entre autres, mais en 1970, il y a eu le choc pétrolier, donc forte crise économique. Et c'est là qu'il y a quelque part a eu, tout le monde en Amérique du Nord, le renouveau de l'agriculture urbaine. À New York, les Green Thumb, les Community Gardens, sous l'égide du programme Green Thumb maintenant, sont réapparus dans les débuts 71-72. Et à Montréal, c'est en 1974 que sont revenus en force quelque part, on pourrait dire, l'agriculture urbaine par le biais des jardins communautaires, qui est un programme porté par la Ville de Montréal. L'historique, c'est en 73, il y a eu un événement
dans un quartier défavorisé de Montréal qui s'appelle le Week-end rouge, donc la fin de semaine rouge à cause des incendies et non parce que c'était communiste. Et à cette époque-là, durant cette fin de semaine-là, il y a eu un incendie qui s'est déclaré et les pompiers étaient en grève. Et les services essentiels n'existaient pas à cette époque-là, donc les pompiers ne sont pas sortis des casernes et une bonne partie du quartier est passée au feu. Crise économique, quartier défavorisé, la ville voulait faire quelque chose. Ils ont demandé aux citoyens et citoyennes qu'est-ce qu'ils voudraient comme aide. Et très rapidement, un groupe de femmes ont proposé d'avoir des community gardens, donc des jardins communautaires, puisque peu d'emplois, taux de chômage très élevé pour nourrir les familles, mais on a besoin d'espace pour produire. Et c'est comme ça que les programmes des jardins communautaires ont été créés. Les jardins communautaires actuellement à Montréal, c'est 98 jardins communautaires un peu partout à travers sur l'île de Montréal pour à peu près 8500 parcelles. Donc ça fait entre 12 000 et 15 000 personnes qui pratiquent dans ces jardins communautaires-là. Et les personnes ont des lots, des parcelles d'à peu près 15 mètres carrés. Ce qui est pas suffisant pour nourrir une famille, mais qui peut quand même apporter une bonne quantité de légumes, surtout que les personnes sont très habiles. Beaucoup d'immigrants sont présents dans les jardins communautaires, donc des nouveaux arrivants, et qui peuvent faire une production par mètre carré assez impressionnante pour le climat que nous avons à Montréal. Donc, ils peuvent faire 4 rotations durant la saison, une saison de croissance qui est au maximum 8 mois à peu près. Donc, on peut produire du 6 à 7 kilos par mètre carré pour les très bonnes personnes. La majorité des gens font plutôt du 2 kilos par mètre carré, mais certains peuvent vraiment avoir une bonne production. Si on parle de 7 à 8 kilos pour un 15 mètres carrés, on atteint les 100 kilos. 100 kilos, c'est presque les besoins en aliments frais, en légumes frais pour 2 adultes au Canada. On n'est pas des très grands mangeurs, semblerait, de fruits frais, mais je pense que c'est la même chose pour les Belges. Puis ça exclut bien entendu les patates qui sont très très consommées. Là. Quand on parle de légumes frais, ça exclut et les fèves et les pommes de terre. Mais si ce programme-là a été développé très rapidement et a pris une place croissante à Montréal où il a été créé, mais aussi dans les autres grandes villes du Québec, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des listes d'attente. Ces jardins communautaires-là où on cultive notre parcelle individuelle, donc l'ensemble du jardin communautaire est géré par un organisme sans but lucratif et géré par l'ensemble des jardiniers, mais chacun a sa propre parcelle. Vers la mi des années 90, différentes personnes se disaient, ben là, ce modèle-là est un modèle unique à Montréal, au Québec. Il y a peut-être d'autres choses à faire, d'autres façons de voir les choses, et d'ouvrir d'autres parcelles pour les personnes qui sont sur les listes d'attente, qui n'ont pas accès à ces jardins-là. Et c'est comme ça que sont nés ce qu'on appelle les jardins collectifs. Et là, on est encore dans une volonté alimentaire. Donc, si les jardins communautaires à la base étaient vraiment sur la question alimentaire, avec le temps, donc en 1974, c'était vraiment la question c'était nourrir sa famille. Donc, on axait vraiment sur la production. La crise économique étant derrière nous, le programme est resté, mais dans les années 86, le programme a été modifié pour les jardins communautaires et il est passé à la direction des loisirs. Donc, ça veut dire que l'objectif des jardins communautaires n'était plus une production alimentaire, mais était vu comme un loisir. Donc, ça change vraiment aussi tout le support qu'on peut y donner et sur l'image que les gens en ont dans la conception. Si on posait, jusqu'à récemment, jusqu'à la fin des années 90, si on posait la question à une personne, pourquoi vous êtes dans un jardin communautaire, la personne répondait, mais c'est pour m'amuser, pour le loisir. Mais si on fouillait un peu, on se rendait compte que finalement, c'était un loisir qui prenait beaucoup de temps et qui était quand même très axé sur l'alimentation et sur les questions environnementales, donc d'avoir une action. Donc, c'était pas seulement du loisir, mais il fallait vraiment pousser plus loin
les études, les sondages auprès des jardiniers, mais pour la ville, c'était vraiment un loisir. Jusqu'à récemment, peut-être ça fait 2 ans que la ville de Montréal se rend compte que c'est peut-être pas vraiment du loisir, les jardins communautaires, et si les gens veulent faire du loisir dans les jardins communautaires, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour le faire, puisque les jardins communautaires, à l'inverse, surtout en France, mais je pense qu'en Belgique, c'est assez un peu similaire à Montréal, les jardins communautaires sont clôturés. Donc, c'est un espace public clôturé où dont l'accès est restreint. Donc, c'est un peu, je dirais pas c'est peut-être un peu fort de dire ça, une privatisation de l'espace public, puisque ça reste que les gens à l'intérieur, ça leur appartient pas, mais il y a quand même une fermeture d'un espace public. Si c'est que pour du loisir, la Ville de Montréal rapidement s'est dit peut-être qu'on ne devrait pas clôturer ces espaces-là, c'est seulement pour du loisir. Mais on va y revenir. Donc, fin des années 90, un nouveau modèle, jardin collectif, pour ouvrir plus d'espace. Donc, au début, c'était 2-3 jardins collectifs et au bout de 5 ans, en moins de 5 ans, on est passé à plutôt 150, 200 jardins collectifs, où là, on vise vraiment la sécurité alimentaire. Donc, c'est des populations plus vulnérables qui sont invitées à partir au jardin collectif. C'est un espace aussi, comme le dit l'idée du collectif, l'espace n'est pas une parcelle cultivée individuellement, mais une parcelle cultivée par l'ensemble des jardiniers. Souvent, c'est un projet qui va être porté par un organisme communautaire en sécurité alimentaire. Donc ici, on a un exemple de jardiniers qui viennent de faire une bonne récolte en fin de saison, assez fiers d'eux, et ils se partagent l'ensemble de la récolte, donc selon les besoins d'un et chacun, c'est une famille plus nombreuse ou pas, mais c'est eux-mêmes qui décident entre eux comment est partagée la récolte. Donc ça, c'est vraiment la formule des jardins collectifs qui a quelque part répondu à un autre besoin au niveau du mouvement de l'agriculture urbaine au Québec, et qui se différencie des jardins partagés, puisque vraiment les jardins collectifs se veut vraiment une lutte à l'insécurité alimentaire. Ce qu'on a vu apparaître par la suite, plein d'autres petits projets et qui répondent encore à d'autres besoins. Donc, tantôt, je mentionnais la Ville de Montréal qui disait, oui, les jardins communautaires, c'est pas nécessairement pour faire du loisir, c'est une parcelle de 15 mètres carrés qui vous est offerte à très faible coût. Donc, ça coûte en général 10 $ par année pour avoir accès à une parcelle. Donc, si vous voulez faire du loisir, peut-être que la production n'est pas si importante que ça, même si vous voulez seulement faire de la sensibilisation, de l'éducation avec vos enfants, la même chose. Donc, il a commencé à avoir plein d'initiatives dans l'espace public pour remplir cet autre besoin-là. Ici, l'idée aussi, c'est de faire en sorte que les listes d'attente des jardins communautaires ne soient pas avec beaucoup de personnes qui pourraient être dans d'autres lieux. Pour donner une idée, la liste d'attente dans certains arrondissements de Montréal peut faire en sorte qu'on peut attendre 7 ans avant d'avoir accès à sa parcelle, même 10 ans. Au laboratoire sur l'agriculture urbaine, on gère pour des questions de recherche, on gère aussi un des programmes de jardin communautaire, en fait, celui de l'arrondissement Rosemont-Petit-Patrie, qui est un arrondissement central à Montréal, et une personne qui s'était inscrite à la liste des jardins communautaires, elle a attendu 2 ans à Montréal avant de déménager à Vancouver. Elle a déménagé pour le travail à Vancouver pendant 5 ans et elle est revenue à Montréal, et lorsqu'elle est revenue à Montréal, elle a reçu un appel en disant qu'elle avait une parcelle. Donc elle était toute contente, mais entre les deux, elle était quand même partie à Vancouver pendant 5 ans, donc ça avait pris plus de 7 ans avant d'avoir sa parcelle. Donc ça donne une idée là, de la quantité de monde qui peuvent attendre pour avoir une parcelle. Donc, l'idée, c'est d'offrir d'autres espaces pour que ces listes d'attente-là ne contiennent que des personnes qui veulent vraiment faire une production alimentaire assez conséquente et qui ont peut-être des besoins aussi. Sans vouloir non plus restreindre, parce que c'est des questions qui ont eu lieu, c'est est-ce qu'on doit restreindre l'accès à ces espaces-là aux personnes les plus vulnérables? Est-ce qu'on doit leur demander leur revenu et faire un choix? Les jardins collectifs, certains jardins collectifs ont fait ce choix-là voici quelques années en disant non, mais il faut avoir un faible revenu pour être au jardin collectif, dans les jardins collectifs qui étaient gérés par cet organisme-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils n'avaient plus aucun jardinier.
parce que finalement, les personnes à faible revenu cherchent aussi une diversité, ne veulent pas nécessairement être identifiées comme personnes pauvres. Ici, dès qu'il y a que des personnes à faible revenu qui vont dans un endroit, tout le monde est un peu stigmatisé. Mais ils aiment aussi cette mixité-là sociale qui leur permet peut-être de sortir aussi de leur train-train quotidien. Donc, à partir de, on parlait de 1970, fin des années 90, et là, énormément d'initiatives. Ici, on a ce qu'on appelle les jardins mange-trottoirs, qui est un collectif de citoyens qui finalement se sont accaparés des espaces qui sont dans les trottoirs de la ville. Lorsqu'on arrive à une intersection, à plusieurs endroits, on a élargi le trottoir pour faire en sorte que le temps pour traverser la rue est plus court pour toutes les personnes à mobilité réduite. Ou ayant des difficultés de mobilité. Donc, ça a créé des espaces comme ça de verdissement. Et durant un été, les arrondissements Villeray et le quartier Villeray et l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, on a créé des centaines dans un seul été, ce qui fait en sorte que les horticulteurs et horticultrices de la ville de Montréal étaient incapables de suivre le rythme pour faire les aménagements paysagers qui s'imposaient. Donc, finalement, c'était des espaces où il y avait du terreau, mais qui n'étaient pas aménagés. Donc, les mauvaises herbes se sont mis rapidement et les citoyens se sont simplement disaient ça n'a pas de bon sens, c'est pas très joli, bien entendu comme c'était des mauvaises herbes, les gens jetaient des choses à l'intérieur, donc des citoyens dans les alentours de ces espaces-là se sont appropriés ces espaces-là tout simplement. C'est un peu du guerrilla gardening, donc la guérilla jardinière. Mais à Montréal, comme je dis toujours, le guerrilla gardening ne dure jamais très longtemps parce que le temps de faire ton intervention, les élus ou les fonctionnaires donnent une tape dans le dos, sont tout contents parce qu'ils trouvent ça génial. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec ça. Quelqu'un a fait un aménagement qui est illégal. C'est illégal de planter des plantes potagères dans un espace public selon la loi et la réglementation municipale. Mais bien entendu, la première personne qui l'a fait, ça a pris 2 semaines et déjà, il y avait les élus qui venaient se prendre en photo en disant « Ah, c'était trop génial, etc. » Et ça a été reproduit un peu partout à travers la ville. Et même favorisé, là. Il y a eu des programmes de soutien et de financement. Il y a un programme actuellement dans l'arrondissement Rosemont, la Petite-Patrie, où il y a beaucoup de ce type d'intervention qui s'appelle « Faites comme chez vous ». Je pense que le titre du programme est assez clair. « Faites comme chez vous », ça veut dire prenez place et faites comme chez vous, et il faut préciser, dans l'espace public. Donc, c'est vraiment un programme qui encourage les citoyens à s'approprier des espaces publics, des séries de trottoirs, mais ça peut être aussi des carrés d'arbres, ça peut être aussi dans des parcs. Donc, il y a vraiment une volonté là, de faire en sorte que le citoyen soit impliqué dans l'aménagement de la ville, grandement par l'agriculture urbaine, puisque la majorité des gens plantent des fines herbes et des plantes potagères, plus que des fleurs. Ce qu'on a vu aussi apparaître, une autre forme, on parlait tantôt plutôt des petits projets, mais on est encore dans l'espace public. Donc, on a des interventions de ce qu'on appelle d'urbanisme tactique qui vont se faire dans des squares, comme il existe là, les débuts d'haricots le fait à Bruxelles. Donc, des espaces hyper minéralisés, souvent mal aimés, souvent avec une mixité sociale qui peut poser des conflits. Ici, c'est les Jardins Gamelin. Jardins Gamelin, c'est en plein cœur de la ville de Montréal. Un espace hyper minéralisé, peu animé. Alentour, il y a beaucoup de groupes de services pour les jeunes dans la rue, des personnes avec des problèmes de toxicomanie, etc. Ce qui fait en sorte que cette place-là, en plein cœur de la ville, donc un endroit logiquement qui devrait être touristique, qui était complètement déserté. Tout le monde contournait cet espace-là. Et la ville a essayé de trouver un moyen pour développer un lieu qui ne serait pas un lieu non plus qui repousserait la clientèle marginalisée qui est présente et dont les services sont tout autour. Donc, on a vraiment développé, la ville de Montréal a développé un espace public d'agriculture urbaine qui a permis cette mixité-là parce que l'ensemble des légumes sont utilisés pour la population qui y vit, mais en même temps, ça devient très agréable. Donc, les touristes sont venus et les touristes aussi, ou les
autres citoyens de Montréal passaient là, ils se sentaient en sécurité. Pourtant, il y avait toujours la même clientèle. Il n'y a aucune clientèle qui a été repoussée, refoulée. Il y a eu des études qui ont été faites qui démontraient vraiment que la clientèle des sans-abri était toujours là, mais le fait de cet aménagement-là comestible a changé complètement la perception et on a vraiment vu une mixité sociale. Cet été, à cause de la COVID, le projet n'a pas pu être mis en place et cette notion-là d'insécurité, elle est revenue très rapidement. Et c'est fou que le fait de faire un urbanisme comme ça, tactique de verdissement avec des légumes, mais finalement, ça change la perception que les gens peuvent avoir. Donc ça, c'est des projets, il y en a beaucoup qui sont là. C'est un exemple, il y en a beaucoup qui se sont développés à Montréal. Il va falloir que je regarde le temps. Donc, autre chose qu'on avait un peu oublié, dans le mouvement d'agriculture urbaine, c'est vraiment, je pense que on a travaillé sur les jardins communautaires, collectifs, urbanistes tactiques, la prise de contrôle, je veux dire, citoyenne de l'espace public. Prise de contrôle est peut-être un peu fort, là, mais l'implication des citoyens dans l'espace public pour le jardinage, on a documenté ça pendant de nombreuses années au laboratoire, mais on avait comme pas oublié, mais on n'avait pas réfléchi sur le fait que les gens ont des potagers chez eux. Et on s'est posé pendant longtemps la question, mais combien de personnes ont des potagers chez eux? Qu'est-ce que ça représente comme production alimentaire? Est-ce qu'il y a un lien avec la défavorisation? Est-ce qu'il y a un lien plutôt avec le fait d'être propriétaire d'une maison ou d'être en banlieue avec un grand terrain sur la présence ou non des potagers? Est-ce que l'origine ethnoculturelle a une importance? On ne s'était pas posé. Et à partir de 2016-2017, on s'est dit, ça me semble que ce serait important. Il faudrait voir quelle est l'importance, et surtout qu'on commençait à avoir des indications de certains sondages qu'on avait distribués à Montréal, dans la grande région métropolitaine de Montréal, où 42% des personnes disaient pratiquer l'agriculture urbaine. 42% de la population de Montréal, c'est quand même 800 000 personnes. Et c'est impossible qu'ils soient tous dans les jardins communautaires, jardins collectifs, c'était clair. Donc on disait, c'est sûr qu'il y a des potagers individuels quelque part. Quelle est l'importance? On s'est fixé comme objectif de le documenter. Et c'est pas nouveau, bien entendu. Les jardins individuels ont toujours existé. Donc, on a commencé historiquement, on a commencé à avoir plein de photos où on voyait ces jardins-là dans les quartiers défavorisés et autres. Donc, on a mené une grosse recherche qui se termine dans quelques mois sur cette place-là des jardins potagers. Donc, ici, on a un exemple d'un quartier montréalais. Et vous voyez au centre, entre les bâtiments, il y a les cours arrière les cours arrière et on voit des carrés. Là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, vous devez sûrement voir ma souris. Donc ici, il y a des potagers ici. Donc on voit, puis on aime bien les gens qui font des potagers. On est très conventionnel, donc on fait ça en très carré, donc bien délimité. Donc on voit ici des potagers individuels qui se retrouvent sur le territoire. Et on était assez surpris dans certains quartiers. On a réussi à atteindre, pour un arrondissement, on a réussi à atteindre 11 hectares de jardins potagers. Donc 11 hectares, là, c'est une bonne ferme en bio-intensif. C'est vraiment non négligeable. Et le record appartient pour l'instant, dans tous les territoires qu'on a fait, on a cartographié une dizaine de territoires. Donc et qui soit à Montréal ou donc au cœur de la ville de Montréal ou en banlieue, donc dans les villes, la ville de Laval, Terrebonne, Longueuil. En moyenne, en général, pour un territoire, ils ont tous à peu près la même superficie, là. C'est à peu près entre 3 et 5 hectares, mais le record, c'est Saint-Léonard, où il y a 11 hectares de quartiers de jardins individuels, et Saint-Léonard est très associé à la communauté aussi portugaise et italienne de Montréal. La vieille immigration, l'immigration qui suit la Deuxième Guerre mondiale, et pour Montréal, tout du moins, c'est deux communautés qui sont très associées à l'agriculture urbaine, d'avoir des potagers, des arbres fruitiers, ils sont reconnus pour avoir un savoir-faire, donc on était plus ou moins surpris de le voir apparaître. Mais donc, on a vraiment vu qu'il y avait
une importance de ce jardin individuel-là, et donc là, on est en train de finir là, de toute l'étude parce que certaines familles ont 250 mètres carrés de potager, ce qui veut dire beaucoup de production, et on se demande, mais elle s'en va où cette production-là? Est-ce que la production ne peut pas être consommée par les familles qui sont présentes? Donc, est-ce qu'elle est transformée? Est-ce qu'elle est donnée à la famille, donnée aux voisins? Et donc, on est tout en train de documenter ça pour voir si finalement ces potagers-là que les gens ont chez eux, c'est pas aussi une certaine forme de bien commun où les gens utilisent leur potager pour partager, pour donner à des voisins, donner à des personnes qui sont dans le besoin et autres. Donc, on est en train de finir cette recherche-là. Et donc là, c'était un quartier de Montréal. Donc ici, vous avez la même chose au niveau d'une banlieue, là, c'est la ville de Brossard, où on voit encore ici les potagers qui sont en arrière. On voit aussi tout le potentiel qui existe, hein, vous dire, sur le beau gazon qui est très présent, tout le potentiel de développement qui pourrait se faire. Parce que ici, vous voyez, ça n'a pas un espace très utilisé. Hein. C'est un gazon tondu, mais pas nécessairement très utilisé. Et on se pose aussi la question, c'est est-ce qu'il y a un regain? Actuellement, j'en parlais en début de ma présentation, est-ce que suite à un cas d'une pandémie, est-ce qu'il y a un regain parce qu'il y a des besoins, parce que les gens ont perdu leur emploi? Donc, on est en train de documenter ça. Les premiers résultats nous démontrent qu'il y a peut-être un petit regain au lieu de pour les sondages nous disent entre 35 et 42% de la population pratique l'agriculture urbaine selon les territoires et autres. Et là, le sondage nous dit que ça sera 43% suite à la pandémie. Donc, on posait la question, c'est suite à la situation de la COVID, est-ce que vous avez un jardin? Est-ce que vous avez parti un jardin? Est-ce que vous avez agrandi votre jardin? Et le pourcentage de personnes qui répondent oui à ces trois choses-là, c'est 43% de la population. Donc, on voit peut-être qu'il y a une petite augmentation. C'est sûr que beaucoup de personnes, la moitié des répondants nous ont dit on a parti notre jardin, ça a été une motivation de partir le jardin. Et 3% des répondants ont dit qu'ils avaient agrandi leur espace. Mais ce qu'on se rend compte, c'est moins par le besoin alimentaire au niveau des réponses, mais plutôt par le temps qu'ils avaient puisqu'ils étaient chez eux, donc ils avaient un peu plus de temps, c'est comme un loisir. Et c'est beaucoup aussi les jeunes familles de 24 à 34 ans avec enfants qui l'ont fait. Donc, est-ce que c'est un moyen d'occuper les enfants qui n'avaient pas école à la maison en début de saison? C'est des choses qu'on va continuer à fouiller avec les résultats que nous avons. Là, c'est vraiment ici les données préliminaires. Entendu, on parle beaucoup du maraîchage, parce que c'est un peu présent, c'est un peu ce qui est le plus ancien historiquement et ce qui est plus présent, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis ou encore en France, en Belgique et autres. Mais on a vraiment d'autres formes qui ont apparu de manière plus récente. Particulièrement si on parle de l'apiculture, c'est vraiment très récent à Montréal, ce qui n'est pas le cas en France. En Belgique, je pense que ça fait un certain temps aussi qu'il y a des ruches. Entre autres à Bruxelles, les ruchers datent pas de 5 à 10 ans. Pour Montréal, c'est vraiment tout récent. Les premiers ruchers urbains sont apparus en 2010. En 2010, donc c'est très récent. Il faut comprendre que la Pis mellifera, l'abeille mellifère n'est pas indigène de l'Amérique du Nord et Montréal est tout dessus de sa limite nordique. Donc les abeilles mellifères ne peuvent pas vivre seules. À Montréal, la limite nordique pour la Pis mellifera, c'est New York. Donc, à Montréal, s'il y a un essaimage, un essaim qui se met quelque part, qui n'est pas dans une maison chauffée, bien entendu, l'essaim va mourir parce qu'il fait trop froid l'hiver. Donc, si il y avait en fait, en 2009, il n'y avait aucun rucher répertorié à Montréal. Les deux premiers ruchers ont été installés à l'Université du Québec à Montréal puis l'Université de Montréal en 2011. Ce qui s'est passé, c'est rarement, il y a une explosion. Donc, 2011, il y avait 5 ruches et en 2017, les derniers chiffres que je vous présente là, c'est les chiffres de 2017. On est rendu à 730 ruches pour 321 ruchers.
Donc, il y a vraiment une explosion rapide de cette activité de l'apiculture, beaucoup réalisée par des individus. Il y a quelques entreprises qui sont installées, mais c'est beaucoup des personnes qui ont voulu faire ça comme un hobby. Puis c'est le cas pour Montréal, mais c'est le cas aussi dans les autres villes du Québec. Ce qu'on a eu aussi à apparaître, c'est la question le retour, on va dire, des poules. J'expliquais qu'en 1967, les poules avaient été, l'élevage de poules avait été interdit. Interdit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Voici peut-être 3-4 ans, il y a vraiment cette envie-là de revoir, d'avoir des poules comme animal domestique quelque part. Au Québec, la poule est un animal d'élevage de ferme, donc légalement, c'est pas un animal domestique, à l'inverse des États-Unis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, entre autres, de poules et de lapins aux États-Unis. C'est que la poule, entre autres à New York, selon la réglementation, c'est un animal domestique. Donc interdire la poule, c'est comme interdire le chien et le chat. C'est pas le cas à Montréal. Donc à Montréal, même la majorité des villes au Québec, c'est relativement interdit d'avoir des poules, d'avoir un poulailler, mais cette réglementation change de manière rapide. Mais ça reste encore anecdotique. Les gens se rendent compte que c'est beaucoup d'ouvrages. On a un cas au Canada, là, à Vancouver, voici là, ça fait presque 10 ans déjà, l'avoir des poules est interdit et on a levé cette interdiction-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 200 poulaillers illégaux avant la levée de l'interdiction, et après la levée de l'interdiction, il y avait 200 poulaillers légaux. Il n'y a pas eu une croissance exponentielle du nombre de personnes qui avaient des poulaillers. Grosso modo, on a légalisé les gens qui avaient des poulaillers, ce qui a permis aussi à la municipalité, aux instances gouvernementales de pouvoir encadrer et de pouvoir offrir des services aussi au niveau de salubrité et autres aux personnes qui avaient des poulaillers chez eux. Toute la question de la formation aussi. Et on a vu apparaître, là, il y a un cas à l'inverse de l'Europe où l'éco-pâturage est beaucoup plus présent. Au Québec, il y a un seul cas d'éco-pâturage qui est à Montréal et qui est aussi qui était jusqu'à récemment un projet de recherche et d'intervention là, qui était porté par le laboratoire de agriculture urbaine et qui maintenant est rendu autonome. Là. Donc, mais il y a un seul cas de ce type-là, donc ça reste anecdotique pour l'instant. À l'inverse de ce qu'on peut voir, là, entre autres en France, là, où l'éco-pâturage est très présente dans les villes françaises. Et on va voir aussi dans le mouvement social, on a tout un truc et là, c'est vraiment, peut-être on commence à s'orienter tranquillement vers tout ce qui est plus économique ou producteurs urbains, fermes urbaines. Donc, on a des collectifs qui se sont créés de cueilleurs de fruits à travers la ville, qui sont des organismes sans but lucratif. Donc, ils tirent d'une certaine forme de ressources financières de cette cueillette-là. L'ensemble des membres de ce collectif-là sont bénévoles, mais il y a une certaine forme de rentrée financière pour, entre autres, acheter tout l'équipement, pour mobiliser, pour faire des événements. Donc, on commence tranquillement à voir qu'il y a une structuration qui se fait autour de ça. À Montréal, c'est ça, mais dans le reste du Canada, ou même dans d'autres pays, c'est des entreprises sociales. Donc, ils ont du personnel, etc. Ils peuvent cueillir. C'est pas anecdotique, hein, cette cueillette-là. Not far from the tree, à Toronto, ils sont rendus presque à 100 tonnes de légumes cueillis comme ça, un peu partout à travers la ville. Donc, ils cueillent des arbres dans l'espace public ou chez des personnes qui veulent partager leur arbre. Parce que ce qui est assez surprenant, c'est vrai aussi dans les jardins communautaires, les gens vont planter un arbre ou vont planter une aubergine, un plant d'aubergine, et ils ont l'impression que le plant d'aubergine va donner une aubergine. Donc, ils sont tous surpris quand ils en ont 4-5 kilos. Pour ceux qui sont bons, donc ils en ont toujours trop. La même chose, quelqu'un va cueillir un pommier, souvent on va le faire parce qu'il aime les fleurs, en disant en plus je vais avoir des pommes, mais il a l'impression qu'il va avoir un sac de pommes. Et quand il se rend compte que l'arbre peut produire 50 kilos et plus, pour les pommes c'est encore plus que ça, mais par exemple un cerisier mature qui produit bien, ça produit beaucoup de cerises. Alors là, ils sont débordés et ce collectif-là arrive à ce moment-là en disant on peut récolter une partie de votre arbre, mais on donne
on donne 30% de la production de ce qu'on cueille, 30% va au cueilleur et 30% va à un organisme communautaire, va au propriétaire. Donc, 30% à un organisme communautaire qui permet de transformer, de faire de la sécurité alimentaire ou de vendre pour faire un revenu. 30% au cueilleur bénévole et un autre 30% qui va au propriétaire qui souvent n'en veut pas parce que lui a déjà cueilli ce qui était plus facile à cueillir. Donc, ce qu'on voit au Québec, mais ce qu'on voit aussi à niveau international, c'est vraiment une diversification des modèles, des types, autant au niveau des pratiques que de la gouvernance de cette agriculture urbaine-là. Donc, on a vraiment, ici, dans les années 70, on parlait presque uniquement des community gardens, le jardin communautaire. Maintenant, on a une très grande diversité. On a vu quelques-uns, là, j'ai pas parlé. On a aussi les jardins pédagogiques dans les écoles, etc. Il y a plein d'autres formes qui existent. Donc ça, j'en ai parlé, c'est en disant que 42% des Montréalais et Montréalaises pratiquent l'agriculture urbaine. Bien entendu, la majorité le font chez eux en cour arrière, c'est très, très, très présent, mais beaucoup de personnes le font sur les balcons. Donc ça demande des techniques un peu d'innovation pour produire sur des balcons, surtout lorsqu'on veut partir en vacances pendant 2-3 jours et qu'on veut pas que nos plantes meurent. Une simple jardinière ne fonctionne pas, en tout cas pas à Montréal. On a un climat qui est froid l'hiver, mais qui est très, très, très chaud l'été et qui peut être très sec. Cet été, on a eu 6 périodes de canicule où la température peut monter pas loin de 40 degrés. Donc, on a vraiment... donc, avoir une culture sur le balcon demande d'avoir des installations aussi dans lesquelles il y a des réserves d'eau pour éviter que les plantes meurent. Donc, et bien entendu, là, on parle beaucoup de Montréal. Nous, on travaille beaucoup sur Montréal parce qu'on est basé à Montréal, mais ce mouvement-là de l'agriculture urbaine est sur l'ensemble du Québec. Donc, on a même développé là, un portail qui s'appelle Cultive ta ville, qui permet aux personnes de mettre leur initiative de jardin individuel, de ferme, de jardin collectif, de jardin communautaire, qui nous permet, nous, en même temps, de récolter des données là, que représente ce mouvement-là, les superficies moyennes des projets, etc. Donc, tout un système de valorisation de l'agriculture urbaine, d'information pour les jardiniers, mais aussi qui nous permet, nous, de collecter des données. Donc, c'est un système de ce qu'on appelle de sciences citoyennes qu'on a développé. L'ensemble de ça a amené finalement le gouvernement du Québec à développer une stratégie. Donc, il y a une stratégie d'agriculture urbaine portée par le gouvernement du Québec. C'est comme ça que le Carrefour de recherche, d'expertise et de transfert du Québec a été créé. C'est dans le cadre de cette stratégie-là, afin de développer des politiques, des plans d'agriculture urbaine intégrés. Donc, ça veut dire que les villes et les municipalités se sont vraiment sont dit il faut faire quelque chose. Depuis le début, on parle depuis 1970 jusqu'en 2015-2016, c'était vraiment des projets à droite à gauche qui n'étaient pas structurés, qu'on n'essayait pas d'intégrer dans une vision globale. Donc, à partir de 2016, il y a cette volonté-là qui est apparue. Donc, la première ville qui a fait cette volonté-là de faire un tout avec son agriculture urbaine, c'est la ville de Gatineau. Qui a lancé un programme d'agriculture urbaine de Gatineau. Donc, il voulait vraiment que la ville se positionnait en ayant une vision, mais en offrant des services et en voulant intégrer l'ensemble de ces activités d'agriculture urbaine dans un tout. Aussi pour faire en sorte que ce soit bien maillé, par exemple, avec des besoins de compost, éviter la perte alimentaire dans les jardins. Il y a beaucoup de personnes, comme je disais tantôt, ils plantent un plant d'aubergine et ils pensent avoir 1 ou 2 aubergines. Finalement, ils ont 4-5 kilos. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'en fin de saison, ils prennent le plant d'aubergine avec les aubergines dessus puis ils le mettent dans le compost. Parce qu'ils en ont trop, ils sont plus capables de transformer. Ils disent, le compost, c'est environnemental. Ça va être composté, tandis que cet aliment-là pourrait être donné. Donc, cette idée-là de faire une planification, c'est aussi ça de pouvoir capitaliser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de rendre le plus efficient possible l'ensemble des activités. Suite à ça, il y a vraiment plein d'autres villes, et là, on a rendu à parler d'une dizaine de villes qui ont des plans d'agriculture urbaine. Donc, le plan d'agriculture urbaine de la ville de Trois-Rivières, il y a des arrondissements de Montréal qui ont fait aussi, donc la Rivière-des-Prés, Pointe-aux-Trembles, un arrondissement de Montréal a fait cette politique d'agriculture urbaine avec une vision 30 hectares d'agriculture urbaine pour 2030. Donc, c'est vraiment une vision ambitieuse où ils doivent mettre en plus
Ils doivent mettre en place les actions pour atteindre ces objectifs-là. Longueuil, Brossard, Saint-Bruno, donc plein d'autres villes ont suivi, et c'est vraiment cette idée-là d'intégrer dans un tout. Donc on peut le voir, cette idée-là ici d'intégrer dans un tout et avec une gouvernance. Donc ça veut dire, oui, il y a un plan d'agriculture urbaine, mais après ça, il va y avoir des comités ou un comité d'agriculture urbaine qui va mettre ensemble l'ensemble des fonctionnaires de la ville de différentes directions. Enfin, pas l'ensemble des fonctionnaires, mais des fonctionnaires de différentes directions avec des citoyens, avec des groupes communautaires pour définir les actions. Des conseils de politique alimentaire qui sont très présents en Amérique du Nord, mais au Québec, il y a une seule ville qui a un conseil de politique alimentaire, c'est Montréal. Mais dans le reste du Canada, toutes les grandes villes ont leur conseil des politiques alimentaires qui finalement vient lier l'agriculture urbaine à d'autres enjeux. Et la mise en place de réseaux, d'incubateurs et toute la question aussi qui est importante dans cette gouvernance-là des systèmes de suivi, d'évaluation de l'impact des actions de ces plans-là. Donc, le temps passe, on a perdu du temps, donc on va essayer de rattraper un peu. Donc, on a vraiment, ce mouvement-là d'agriculture urbaine est vraiment porté par des questions d'innovation sociale. Donc, on va trouver des moyens pour s'approprier des friches, des endroits délaissés de manière temporaire. Et donc, ici, c'est un cas, c'est sur le campus 1000, donc c'est un futur lieu de développement pour l'Université de Montréal, mais l'Université de Montréal sait que ça ne sera pas développé avant 20 ans. Donc ça fait déjà ça va faire 7 ans que le projet existe, donc il reste encore 13 ans. Et entre les deux, ils ont offert l'espace pour en faire des jardins, pour en faire une ferme sociale aussi. Donc on trouve différents moyens d'innover. D'autres choses, c'est des développements immobiliers maintenant qui intègrent l'agriculture urbaine, donc on le voit peut-être pas bien, mais c'est juste ici, il y a une serre sur le toit. Donc ici, il y a une maison qui va être léguée dans le cadre de ce grand développement immobilier-là. Cette maison, elle est léguée à la communauté et le promoteur immobilier, qui est Prével dans le cas présent, va aménager sur ce toit-là à ses frais une serre communautaire, un toit vert de 800 mètres carrés, et il est prévu que l'ensemble des toits du développement soit aussi maraîcher. Donc, on voit vraiment que ça s'intègre au niveau des plans de développement. Et si la majorité, souvent, de ces projets-là, on fait des beaux dessins verts, mais finalement, le toit vert apparaît jamais. Dans le cas présent, le projet va avoir lieu. L'argent a déjà été mis de côté par le promoteur pour que ça soit fait. Puis je sais ce qu'on fait. On est partie prenante là, avec ce promoteur-là. Enfin, on le conseille pro bono, donc ça veut dire sans être payé, pour qu'il réalise son projet, parce qu'il faut quelques projets phares où les promoteurs se mouillent, ils font vraiment ce qu'ils disent qu'ils vont faire, pour après ça peut-être inciter les autres à ne pas faire que des beaux dessins sur des planches avec du verre, mais aussi réaliser. Parce que ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a plein de promoteurs qui promettent de faire des toits verts, mais finalement, en fin de construction, la dernière chose qu'on construit, c'est le toit. Et lorsqu'on arrive à la fin de projet, c'est là qu'il y a moins d'argent. Fait que une chose qu'on coupe à la fin, c'est ces fameux toits verts-là qui avaient été dessinés, mais qui ne sont jamais réalisés. Alors, avant de passer aux fermes urbaines, ça, je le fais souvent, mais le mouvement de l'agriculture urbaine a été vraiment porté sur les questions de justice sociale. En Amérique du Nord, c'est vraiment la question, c'est une bataille. Hein. C'est pour les États-Unis, c'est la communauté afro-américaine qui a voulu se réapproprier ces quartiers qui étaient défavorisés. On parle de Harlem, Bronx. Il y avait des friches, ça tombait en ruine. Donc, c'est une défense de dire, on a le droit d'avoir des lieux de vie décents, et on a le droit aussi d'avoir un certain pouvoir sur notre alimentation. Et l'agriculture urbaine, de base, dans les années 70, c'était vraiment ça qui l'a porté. Puis pour l'Amérique du Nord, c'est ce mouvement-là qui a porté l'agriculture urbaine jusqu'à la fin des années 90. Les jardins collectifs, c'est aussi une question de justice sociale, de dire c'est pas normal que des personnes dans les pays industrialisés n'aient pas accès. Après ça, ce qui est apparu, c'est beaucoup de la réappropriation de l'espace urbain. En tant que citoyen, on a peut-être le droit d'aménager aussi notre ville. Arrêtons de laisser ça uniquement à la municipalité et aux fonctionnaires et aux horticulteurs. Prenons part à cet aménagement-là de la ville. Donc, c'était peut-être c'est un peu un mélange entre la justice sociale et aussi
De manière plus récente, c'est une réappropriation civile des espaces, des friches industrielles en disant, mais faisons quelque chose d'autre. Il y a un Princess Garden à Berlin, c'est un peu c'est ce mouvement-là qui a porté le Princess Garden. Et bien entendu, mais il y a plus récent, ce qu'on appelle plutôt le mouvement des locavores ou des foodies, c'est une réappropriation de notre propre alimentation. Et là, on le voit, c'est très présent, c'est de savoir d'où viennent nos légumes, de pouvoir faire croître nos légumes, peut-être des légumes qu'on ne trouve pas sur le marché. Donc, on n'est plus dans la question de justice sociale, on n'est plus dans des questions d'insécurité alimentaire, mais on est vraiment dans des questions de qualité de goût. Donc, si on va sur la question des fermes urbaines au Québec, je mentionnais au début, les fermes urbaines sont vraiment développées très rapidement au Québec à partir, grosso modo, la première, c'est l'exemple là que vous avez, c'est les fermes Loufa, qui c'est assez connu internationalement puisque c'est les premières serres urbaines sur toit qui ont été construites. Et les fermes Loufa ont maintenant 8 ans. Donc, à partir de ce moment-là, quelque part, les fermes Loufa, qui sont quand même, la première est une petite ferme Loufa, donc c'est à peu près 3000 mètres carrés sur un toit, ce qui reste relativement modeste. Ils viennent d'en lancer une nouvelle qui en fait le plus grand projet d'agriculture urbaine sur toit au monde, en déplaise aux Parisiens qui disent avoir la plus grande ferme sur toit. À Paris, c'est 1,2, 1,4 hectares, si ma mémoire est bonne. Les fermes Loufa qui viennent de lancer, c'est 1,6 hectares. Donc là, on est peut-être rendu dans la course à qui va avoir la plus grosse ferme sur toit au projet d'agriculture urbaine. Mais 1,6 hectares de toit, mettons qu'on commence à parler de niveau de production hyper élevé. Quoi qu'il en soit, la première, voici 8 ans des fermes Loufa, a vraiment donné quelque part des lettres de noblesse à l'agriculture urbaine qui avant ça étaient perçues beaucoup comme, mettons, pas sérieux, beaucoup très social, mais pas très productif, ça nourrit pas vraiment les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des a priori sur l'agriculture urbaine qui étaient fausses, mais manque peut-être beaucoup de documentation sur le mouvement d'agriculture urbaine. C'est en ça qu'on peut beaucoup véhiculer plutôt des impressions que des vraies données, parce qu'on le voit, je pense que j'en parle un peu plus loin, mais je suis pas sûr, mais c'est à Montréal, si on regarde les projets semences sociaux de Montréal, ben, si on prend les chiffres, ben, c'est pas loin de 250 000 personnes qui se nourrissent d'agriculture urbaine durant la saison estivale. Entièrement, ils pourraient se nourrir entièrement de l'agriculture urbaine. Donc, c'est pas anecdotique quand même. C'est 250 000 personnes, c'est beaucoup de monde. Donc, c'est la même chose. Donc, les fermes Loufa, lorsqu'on est apparu, c'est quand même un investissement porté par une personne de 1,5 million de dollars qui a mis de son argent personnel, là, sachant qu'il aurait du trouble à se rembourser. Donc, ça a vraiment donné une aide de noblesse. Et là, les bailleurs de fonds se sont dit, ah ben oui, il y a quelque chose d'intéressant avec les fermes urbaines. Et puis, bien entendu, donc, ce qui est lié à ça, c'est la question de l'innovation technologique. Donc, il y a des startups qui se sont apparues. Donc, ça a tout porté un mouvement de développement de l'agriculture urbaine et aussi des questions environnementales. Donc, et toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec nos ressources qu'on appelait des déchets, mais qui sont peut-être des ressources, de la matière organique, le café et autres. Donc, c'est toute la question de l'économie circulaire qui apparaît ici. Donc, très important, entre autres, que par la boîte à champignons Upcycle à Paris, qui est une des premières championnières urbaines. Donc, ici, c'est Blanc de Gris, là, qui est je ne ferai pas un équivalent, mais c'est très inspiré de la boîte à champignons. Donc, vraiment, c'est un mouvement qui a été porté par vraiment cette idée-là on peut nourrir la population. Il y a vraiment, Mohamed Hadj des fermes Loufa a ouvert cette porte-là en montant un sérieux, en montant que c'était possible d'investir, que des personnes qui avaient les moyens, étaient prêts à investir de leur propre poche, à prendre le risque. Quand on prend le risque avec 1,5 million, les gens disent, ah ben oui, donc c'est vrai qu'on peut faire quelque chose. De là, innovation technologique, innovation environnementale sont développées. Sans oublier, bien entendu, toute la question sociale qui a continué à maintenir et qui s'est dit peut-être qu'il y a des moyens de développer des projets sociaux, communautaires,
mais avec cette idée-là de production, de réappropriation, mais avec un certain niveau de rentabilité, on n'est plus dépendant des subventions, mais on peut s'assurer une certaine autonomie financière grâce à un projet de production qui va souvent être maillé avec aussi marché, cuisine collective. Donc, on met en place des noyaux communautaires. Là, je reviens au début quand je parlais de biens communs. On met en place des noyaux communautaires de production, de distribution, des noyaux communautaires d'alimentation quelque part au niveau local. Mais la grande question qui s'est posée lorsqu'on a commencé à travailler là-dessus, c'est qu'est-ce qu'une ferme urbaine? Qu'est-ce que l'agriculture urbaine commerciale? Elle s'arrête où? Elle commence où? Et ça, c'est un enjeu. Si on veut faire des comparaisons, lorsqu'on essaie des portraits, par exemple, entre la Belgique, la France et le Québec, c'est l'enjeu, c'est de quoi on parle. Du Québec, une ferme urbaine, une ferme en soi, un producteur agricole au Québec doit produire 5 000 de revenus agricoles pour être considéré comme un producteur agricole par le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est une première définition. La deuxième, après ça, c'est bon, mais urbain, ça s'arrête où? Est-ce que c'est périmètre urbain? Donc, ces périmètres urbains, il y a certaines zones qui sont agricoles dans le périmètre urbain. Donc, notre définition pour nous a été, puis je vais le faire rapidement, c'est une production de 5 000 périmètre urbain hors de la zone agricole pour éviter de commencer à travailler sur des fermes finalement périurbaines, mais qui sont des fermes plutôt traditionnelles. Donc, c'est ça, et avec un certain maillage avec la ville. Donc, c'est notre définition à nous. Pour la France, la définition de l'agriculture commerciale intègre aussi les services. Donc, du monde qui font de l'aménagement urbain, qui sont des architectes, etc. C'est pas le cas. C'est pas dans notre cas, ces personnes-là ne font pas partie de l'agriculture urbaine commerciale. On est vraiment sur des producteurs, les exploitations agricoles. Donc là, on a commencé à regarder, et donc avec ces définitions-là, on se ramasse au Québec avec 721 fermes qui rentrent dans ces paramètres-là et qui sont un peu partout. Et là, on voit même dans certains endroits, là, centre du Québec, il y aurait 60 entreprises agricoles urbaines dans le centre du Québec. Je ne sais pas si du monde dans la salle qui écoute connaissent le Québec, mais le centre du Québec, c'est aussi la Beauce. La Beauce est une des régions les moins populeuses du Québec. Alors, on s'est dit, oh là, il y a peut-être un enjeu. Chaudière-Appalaches, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a des fermes en Chaudière-Appalaches et au centre du Québec qui sont en périmètre urbain hors de la zone agricole, mais qui sont plutôt des fermes traditionnels, tracteurs, etc. Il y a même, dans le centre du Québec, il y a même une porcherie, donc une porcherie à grand volume qui fait partie de cette liste-là. Donc, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose, donc il faut raffiner. Donc, puis là, on voit ici, si on regarde la superficie, vous voyez, 32% de ces 721 fermes-là produisent des céréales et des légumineuses. Ça, on parle de fermes qui font de 40, 50 et même plus hectares. Donc, c'est des très grandes superficies. Et on voit aussi que le fourrage est l'autre important. Donc, on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas nécessairement de l'agriculture urbaine sur laquelle nous, on voulait travailler, ou qui était notre mandat à nous, parce qu'il y a plein d'autres centres de recherche qui travaillent sur ce type de ferme-là. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer de travailler sur des filières en émergence, donc des filières plus précises, champignons, aquaponie, micro-pousses et autres. Donc, on a restreint notre échantillon ou notre bassin, et c'est un bassin qu'on suit maintenant depuis 3 ans. Donc, là, vous avez les données de 2019. Donc, on est rendu à 72 entreprises agricoles de ce type-là. Donc, vous voyez la ligne à côté, l'apparition là, de ces fermes-là dans le temps. On voit vraiment qu'à partir de 2010, il y a vraiment une explosion. Donc, grosso modo, à partir du moment que les fermes loufa sont apparues, on voit apparaître. Et maintenant, depuis ces 10 dernières années-là, c'est entre 20 et 30% d'augmentation par année. Cette année, malgré qu'on soit dans la COVID, on vient de dépasser les 80 fermes. Donc, ça veut dire qu'il y en a 8 nouvelles qui se sont apparues. Il y en a quelques-unes qui ont fermé, donc c'est plutôt 12 nouvelles fermes qui sont apparues. Mais le portrait est rendu à 81, parce qu'il y en a une qui est apparue hier. Donc, 81 fermes. Donc, on est encore en augmentation importante au niveau du nombre de fermes d'exploitation urbaine au Québec.
Donc, au niveau des productions, on voit vraiment, c'est vraiment axé sur le maraîchage. Donc, maraîchage intérieur, maraîchage extérieur, micro-pousses. Mais on voit que le maraîchage extérieur, au niveau du pourcentage, donc le pourcentage qui représente sur le total est en diminution. Mais le maraîchage intérieur, lui, est en croissance, tout comme les micro-pousses. Et je peux vous annoncer là, pour le prochain portrait, les champignons vont être en croissance assez importante parce que on est rendu à plus de 10 exploitants urbains qui font des champignons. C'est vraiment une croissance à ce niveau-là. Donc ça donne un peu le portrait de ce qu'on a, une très vaste diversité, mais vraiment, ça reste maraîchage qui est le plus important, et toute la question de l'élevage d'insectes aussi. Donc, on voit aussi, on est passé de un exploitant en 2015 à 10 exploitants en 2020. Donc, là aussi, on a une croissance importante. Mais pour le Québec, ces exploitations-là restent quand même des petites exploitations qui couvrent, grosso modo, un maximum de 500 mètres carrés par exploitation. Ça reste des petites exploitations, c'est pas des grandes fermes d'élevage d'insectes comme on peut avoir à certains endroits, entre autres en France, là, Insect se développe, c'est des très grandes unités. Au Québec, pour l'instant, ça reste des petites unités. Il y a un seul projet qui est important, qui est à la ville de Sherbrooke, qui s'appelle Antosystème. Donc ici, les lieux de production, donc ça c'est les mêmes chiffres qu'avant, mais on voit vraiment intérieur de bâtiments. Donc les indoor farming, les fermes d'intérieur, c'est vraiment très présent et majoritaire au niveau de l'agriculture urbaine au Québec. Si on regarde au niveau des exploitations, on voit que l'âge est quand même, c'est du monde relativement jeune qui porte ces projets-là. Donc, c'est plus de 80% que les personnes ont moins de 40 ans, mais c'est 41% de moins de 30 ans, puis un autre 40% entre 31 et 40 ans. Donc, ça reste relativement jeune. Si on le compare au monde agricole québécois, où la moyenne d'âge est plutôt de 56 ans, 58 ans, on voit vraiment que la population qui pratique l'agriculture urbaine, c'est beaucoup plus des jeunes. Et la majorité ne proviennent pas de familles non plus, de familles d'agriculteurs. Donc, c'est des nouveaux agriculteurs. C'est peut-être aussi le monde urbain, peut-être l'endroit où ils commencent et après ça, peut-être vont-ils transférer. On voit aussi qu'ils ont plusieurs activités. Là. Il y a pas le revenu est pas majoritairement, le revenu qu'ils ont n'est pas est souvent pas majoritairement issu de la production agricole. Et au niveau des revenus, on voit aussi c'est 45% des fermes font entre 100 000 et 500 000 dollars annuellement. Pour plusieurs, donc, il y a différentes formes juridiques, coopératifs, personnel moral lucratif et privé. On voit que les sociétés par action de compagnie c'est presque 50% des entreprises, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont sans but lucratif. Donc, on a une diversité à ce niveau-là aussi. Et au niveau de leurs revenus, l'activité qu'ils vont exercer n'est pas 100% sur l'agricole, et c'est peut-être la force de l'agriculture urbaine. Là, on n'est pas obligé d'être, plus seulement ne pas être 100% sur la production. On peut offrir plein d'autres activités, entre autres l'éducation et la formation, puisqu'il y a plein de personnes alentour de notre exploitation agricole. Donc, on voit que 30% des agriculteurs urbains du Québec font aussi des activités d'éducation et de formation. Certains font aussi de l'accompagnement du service conseil, de l'aménagement. Donc, on a vraiment éducation, accompagnement et aménagement, c'est les trois grands groupes d'autres activités que l'activité agricole. Donc, ce sont plus des services. Donc, au niveau des modes de distribution, les modes de distribution et si à la base, voici 5 ans, vous m'avez posé la question, je dis tout le monde va au restaurant. On le voit que c'est plus le cas. 30% font un mode de vente direct au restaurant, mais la majorité vendent quand même directement aux consommateurs. Et certains vendent en épicerie, mais quand on parle d'épicerie, on ne parle pas des grandes chaînes, là, des supermarchés qu'on peut avoir au Québec, des chaînes centralisées comme Sobeys, Loblaws et compagnie. Mais c'est vraiment souvent des épiceries locales
et souvent social ou, par exemple, zéro déchet. Donc, tout un mouvement d'épicerie zéro déchet. Et il y a beaucoup de producteurs qui vendent dans des producteurs d'agriculture urbaine qui vendent dans ces épiceries-là parce que les objectifs environnementaux et les valeurs sont similaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a des liens qui se font très rapidement avec ce type d'épicerie-là. Et certaines vendent un kiosque au marché, mais vous voyez, très peu vendent au kiosque du marché. Pourquoi ils ne vendent pas un kiosque au marché? Parce que ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de ressources humaines pour une vente souvent pas très intéressante, puisque ces producteurs-là n'ont pas des très grandes productions. Donc, la vente directe au consommateur, la vente en épicerie est beaucoup plus valorisée parce que ça prend beaucoup moins de temps de travail et beaucoup moins de temps en ressources humaines. Donc, avec tout ça, on est arrivé quelque part avec une nomenclature pour les entreprises. Donc, on s'est dit, mais oui, on a l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, on a une définition au niveau spatial, au niveau aussi économique. Donc, il faut un revenu de 5 000 $, mais ça, ça fait partie de la loi sur les exploitations agricoles du Québec. Là. Pour être un exploitant, il faut faire un revenu de 5 000 $ minimum en production. Et après ça, on a fait une nomenclature sur l'entreprise. C'est une entreprise de production, donc qui tire 60% de son revenu de la production ou de distribution et autres, parce qu'il y a différents types de modèles économiques et c'est important de différencier, par exemple, les fermes LUFA, qui sont effectivement un producteur, mais plus de 60% de leurs revenus provient de la distribution, parce que leur modèle économique est vraiment axé sur la distribution et ce qui permet aux fermes LUFA de survivre, c'est qu'ils sont devenus un distributeur de production biologique. Qui provient souvent qui provient pas du monde urbain, qui ne sont pas de l'agriculture urbaine, mais qui provient d'un peu partout au Québec et même pour certains cas de Floride. Donc, ils ont décidé mais ils n'ont pas décidé. Ils se sont rendus compte que les clients, ce qu'ils voulaient, c'est faire son épicerie chez eux. Donc, ils ne veulent pas acheter que des légumes, ils veulent pouvoir faire leur épicerie, le panier arrive chez eux, puis ils ont tout pour la semaine. Alors, ça leur demandait de tout développer un système de distribution avec des partenaires. Donc, les fermes LUFA sont une entreprise d'agriculture urbaine de distribution. Ils font de la production, c'est même important pour eux parce que c'est leur marque de commerce, mais ils sont de distribution. Certains vont plutôt faire de la transformation, certains vont beaucoup plus du service. Donc oui, ils ont des sites de production, mais leur revenu provient avant tout de services d'installation de toits verts, entre autres. Et etc. Donc, on a vraiment un portrait, une nomenclature. On commence à différencier et à comprendre plus ce mouvement-là des fermes urbaines et de son développement. Il y a très peu de fermes qui sont des entreprises d'agriculture urbaine de production. On a beaucoup plus des fermes qui sont dans les autres catégories au Québec parce que le modèle économique pour survivre doit être diversifié et se baser uniquement sur la production agricole avec des faibles marges de profit, c'est très difficile, donc la majorité ne vont pas là. Je vais finir là-dessus rapidement, désolé, le temps file. Et ce qu'on a fait à partir de toute cette analyse des fermes urbaines-là, c'est qu'on se disait, OK, mais quel est l'écosystème d'affaires, quel est le potentiel économique? Qu'est-ce que ça représente économiquement? Quels sont les revenus tirés de l'ensemble des producteurs urbains du Québec? Quels sont le nombre d'emplois et quel est le potentiel aussi de développement? Bien entendu, c'est une demande qu'on a reçue du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour son nom complet, parce qu'ils veulent voir vers où ça s'en va, qu'est-ce qui va être porteur et qu'est-ce que ça va représenter au niveau des revenus. Là, en plus, on parle actuellement beaucoup de relance économique, tant au niveau des municipalités que des gouvernements provinciaux et du Canada. Donc, ils veulent vraiment dire, OK, mais ça va créer quoi? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qui on doit favoriser? Donc, c'est un peu le mandat qu'on a eu durant les 3 dernières années, c'est d'évaluer ce potentiel-là. Et on a vraiment regardé au niveau vous voyez le graphique là, le cœur du métier, là, on a regardé l'apport économique des exploitations agricoles. Donc, on a très peu travaillé sur les fournisseurs. On a fait
un peu d'évaluation pour les fournisseurs directs, mais on n'a pas du tout travaillé sur tous les autres fournisseurs. Donc, tous les autres membres de l'écosystème qui fournissent les matières premières, l'équipement, l'énergie et autres, on n'a pas intégré encore cette section-là au niveau de notre évaluation économique. Ce qu'on va faire dans la prochaine année, entre autres, regarder tous ceux qui font les transplants, qui font les plans pour les potagers. Donc, c'est toute une économie autre qui existe. Qui est directement lié à l'agriculture urbaine. On l'a vu cette année, les horticulteurs, donc ceux qui produisent tous les plants pour les potagers, au début, ils pensaient tous faire faillite, puis ils se sont rendus compte que finalement, ils ne fournissaient pas la demande. Donc, ils ont dû acheter des transplants, entre autres aux États-Unis, pour pouvoir les vendre au Québec, parce qu'il y a eu un engouement au niveau des potagers. Donc, ils ont tout vendu puis ils ne fournissaient pas. Donc, il y a vraiment une économie à ce niveau-là aussi qui existe. Quand on parle que 42% de la population du Québec, de Montréal ou du Québec ont un potager, ben, ça fait énormément de transplants à vendre. Donc, c'est toute une économie qui existe qu'on n'a jamais évaluée. Donc, si on regarde au niveau des données qu'on a, ce qu'on a réussi à évaluer, là, puis c'est une analyse qui est assez longue, là, de réussir à avoir des données économiques de ferme. Donc, actuellement, les 72 les entreprises qu'on a identifiées produisent pour 17 millions de dollars en revenus. Pour donner un exemple, les 721 fermes urbaines qu'on a identifiées préalablement, c'est le revenu total selon les bases de données du MAPAC, c'est 243 millions. Donc, pour l'instant, ça représente 7% de l'ensemble des fermes urbaines. Ça reste relativement petit. Mais comme j'expliquais, c'est en croissance rapide. Autant les fermes grossissent rapidement, génèrent de plus en plus de revenus, que le nombre de fermes augmente. Il faut comprendre que l'agriculture urbaine commerciale existe depuis à peu près 5 ans. Il y a des fermes plus vieilles, là, mais la majorité des fermes urbaines dans notre échantillon existent depuis moins de 5 ans. C'est toujours la phase la plus difficile pour démarrer une entreprise. Souvent, la phase la moins rentable, on met beaucoup d'investissements, on est vraiment en train de monter le modèle d'affaires, on est en train de prendre de l'expertise, etc. Donc, on est vraiment dans cette phase-là. Mais déjà, ces fermes-là représentent 7% du total des revenus des fermes qui sont situées en périmètre urbain hors de la zone agricole. Au niveau des emplois, ça crée pour l'instant 624 emplois au niveau des fermes urbaines, des 72 fermes urbaines du Québec. Bien entendu, il y a certaines fermes qui créent beaucoup plus d'emplois que d'autres. Par exemple, les serres sur toile, donc la première en haut, il y a grosso modo une seule entreprise qui fait des serres sur toit. Donc, j'en ai mentionné, c'est les fermes Loufa. À eux seuls, créent 60 emplois directs. Puis là, on parle des emplois reliés à l'action agronomique. On ne parle pas de l'ensemble des emplois des fermes Loufa. Les fermes Loufa, c'est plus de 350 employés. Mais si on enlève les 60 qui sont dans l'activité agricole, tout le reste, pour la majorité, sont dans toute ce qu'ils appellent la distribution, faire les paniers, etc. Donc, c'est vraiment les fermes Loufa desservent. Le dernier chiffre que j'avais, c'est 21 000 paniers par semaine. Donc, vous imaginez la quantité de personnes que ça prend pour faire ces paniers-là. Maraîchage au sol, c'est la même chose, 185 emplois directs, mais une seule ferme en emploie 80. Donc, c'est la plus grosse ferme urbaine qui existe au Québec, qui est située à Montréal. Cette ferme-là fait 40 hectares. Donc, c'est quand même une grosse ferme urbaine, mais qui est en périmètre urbain hors de la zone agricole. Si on se fait une projection pour 2025, en regardant le développement actuel des fermes urbaines et prenant les chiffres qu'on a actuellement au niveau des revenus de ces fermes-là, on passe rapidement pour 2025 à des revenus. On était à 17 millions, on passe à près 70 millions. Donc, on fait un bond incroyable en 5 ans. Et on peut créer jusqu'à 10 000 emplois directs. Donc ça, c'est bien sûr, c'est des projections. Est-ce que ce rythme-là de croissance va se maintenir? Est-ce que les fermes vont réussir à maintenir aussi ce rythme de croissance-là au niveau monétaire? C'est des grandes questions qui se posent. Mais on voulait voir qu'est-ce que ça peut amener. On se rend compte que en faisant ce type de projection-là, les fermes urbaines, en 5 ans,
produirait presque autant de revenus et créerait beaucoup plus d'emplois que les autres fermes urbaines, les 721 autres fermes urbaines, ce qui est non négligeable, sachant que les 721 autres urbaines sont plutôt en décroissance. Donc, l'agriculture au Québec et à travers le monde en général, on crée pas plus de revenus, c'est plutôt l'inverse, on perd, puis on perd aussi le nombre d'emplois. Donc, c'est pas un secteur qui est très porteur et très favorable actuellement. On est plutôt en décroissance dans plein de filières de production. Donc, on se rend compte que l'agriculture urbaine est en train de prendre une certaine place et risque de prendre une certaine place. La grande question qui se pose, c'est comment elle va être soutenue, comment on va pouvoir permettre ce développement-là, parce qu'il reste des enjeux majeurs pour ces fermes-là. L'accès aux espaces en est une. Donc, j'en parlais plus tard dans le cadre d'une autre présentation, mais c'est pour ça qu'on a créé un espace, entre autres, d'incubation et d'accompagnement avec la centrale agricole pour l'indoor farming, donc les fermes d'extérieur. Là, j'ai que vous laisser là-dessus, parce que les données que je vous ai présentées, ça provient là, de rapports qu'on a publiés, qui sont en accès libre sur le site là, du Creto, donc creto.ca. Donc, le guide de démarrage d'entreprise agricole, le portrait de l'agriculture urbaine commerciale au Québec 2019, le 2018 est présent aussi, puis le 2020 va s'en venir l'année prochaine, donc c'est toujours un an en retard. Et aussi, toute l'évaluation qu'on a faite sur l'impact économique et potentiel de développement. Et dans le rapport, vous verrez aussi la méthodologie qui a été prise. Ici, je ne l'ai pas abordée, mais toute une question méthodologique et qu'est-ce que veulent dire les données. Éric, on a 10 minutes, si ça va pour toi. Donc je vais commencer à les lire. Alors, quelles sont les activités proposées dans les bacs potagers et les jardins collectifs en hiver? Donc, est-ce que ces jardins collectifs sont vivants en hiver? Donc, on peut prolonger la culture jusqu'en novembre. Les gens plantent souvent de l'ail, donc une culture qui va être récoltée après ça l'année d'après, qui est une production très, très courue et valorisée. L'ail coûte très cher. L'ail, la majorité de notre ail provient de Chine ou de l'Afghanistan. Donc, les gens plantent de l'ail parce qu'il y a un niveau de rentabilité. Là, ça coûte assez cher, l'ail local. Les jardins collectifs, eux, n'ont pas d'activité potagère, mais ils restent toujours actifs. Donc, ça veut dire qu'il y a des rencontres qui se font et comme je mentionnais, c'est relié à des cuisines collectives. Donc, il y a toute d'autres activités au niveau de l'alimentation qui existent. Donc, au niveau jardin communautaire, jardin collectif, c'est un peu ça que je peux répondre. Merci. Deuxième question. Y a-t-il des jardins collectifs dans les quartiers très sociaux? Si c'est le cas, est-ce que les bailleurs sociaux sont impliqués et comment? Là, est-ce que tu peux répondre? Est-ce qu'il y a des jardins collectifs dans les quartiers sociaux? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que les bailleurs sociaux sont impliqués dans l'installation de ces jardins collectifs et comment sont-ils appliqués? Est-ce que c'est au début, au milieu, à la fin? OK. Donc, la première question, les jardins collectifs, en général, sont dans les quartiers défavorisés. Donc, je me dis que quartiers sociaux veut dire les quartiers défavorisés. Je suppose. Pour la majorité, sont dans les quartiers défavorisés puisque c'est la clientèle visée. Et la majorité des jardins collectifs sont aussi soutenus en fin de compte, c'est la ville de Montréal ou les villes là, qui ont ce mandat-là du Grand du Québec. Donc, ils sont souvent financés. Ils sont financés aussi par ce qu'on appelle la direction de la santé publique. Donc, c'est aussi le gouvernement. Ils sont financés au début, souvent pour l'installation, et sont aussi financés durant les activités. Donc, ça veut dire qu'il y a souvent des subventions pour l'animation, entre autres, parce que ce type de jardins collectifs ont besoin d'animation. Hein. C'est l'idée quand même, c'est des idées de projets d'éducation populaire, de changement d'habitude de vie, sans que ça soit vraiment obligatoire, mais c'est une volonté là, à afficher. Donc oui, c'est soutenu socialement, c'est soutenu par les institutions. C'est soutenu financièrement? Oui, c'est soutenu financièrement. Il y a c'est des subventions. Après ça, c'est pas une subvention automatique. C'est des programmes. Donc, ça veut dire souvent, il faut répondre à un appel à projet. Puis après ça, tu as une subvention sur 3 ans. Et après ça, il faut refaire l'appel. Ça veut dire qu'il y a une évaluation. C'est pas tous les projets qui réussissent à avoir les subsides. Merci. Concernant les jardins Gamelin, qui est à l'initiative et qui gère les bacs potagers? OK. Donc, l'initiative à la base, c'est la Ville de Montréal.
Donc, c'est la Ville de Montréal qui voulait développer quelque chose pour cet espace-là, pour le rendre plus sécuritaire, là, je mets des guillemets, là, le rendre, mettons, plus agréable et de l'ouvrir à plus de population, parce que c'était vraiment un lieu où plus personne allait. C'était vraiment désagréable, seulement par son aménagement en soi. Et il y a tout un travail avec les groupes sociaux qui étaient alentour pour éviter, là, comme je mentionnais, de faire en sorte que les populations marginalisées qui utilisent cet espace-là soient poussées plus loin, là, que ça ne devienne pas une action de gentrification. Et donc, la Ville de Montréal a donné le mandat de développement à une entreprise qui s'appelle Pépinière Éco, qui sont spécialisés dans l'urbanisme tactique, qui a fait les plans d'aménagement, qui a travaillé beaucoup avec les groupes pour faire un aménagement qui correspond à une réalité. Par exemple, vous voyez, vous avez vu sur la photo, mais il y a des palettes qui sont des palettes de transport là, qui ont été utilisées. C'était très à la mode un certain temps, très à la mode, je ne suis pas en Belgique, mais c'était très à la mode en France. Et au Québec, c'est très peu utilisé. Et là, ils l'ont utilisé pour la simple raison que c'est possible de déplacer les palettes et que pour le soir, les personnes pouvaient déplacer les palettes et en faire des lits. Donc, pour les sans-abri, entre autres, ils pouvaient se faire des lits pour dormir. Donc, il y a vraiment cette idée-là qui a été imaginée par Pépinière Éco. Et par la suite, la gestion de l'espace a été donnée à un organisme qui s'appelle Sentier Urbain. Un organisme qui fait très longtemps qu'il intervient là, auprès des populations marginalisées, dont entre autres les jeunes dans la rue, par le biais de l'agriculture urbaine. Donc c'est eux qui gèrent l'espace avec de l'animation. Donc encore là, il y a des subventions. Donc Sentier Urbain est subventionné pour animer l'espace pour tout le monde, là, autant les personnes marginalisées ou les visiteurs, les citoyens du quartier, les citoyens de Montréal ou des touristes qui passent. Merci. Comme on parle de subventions, existe-t-il des aides, donc à l'installation, à l'investissement ou relatifs au bio ou autres, pour les fermes urbaines au Québec? Donc là, on parle plus d'aides spécialisées aux fermes urbaines. Et quel est l'impact de ces aides sur leur rentabilité éventuelle? OK. Donc, les fermes urbaines, donc à partir du moment qu'on est considéré comme une exploitation agricole, qu'on soit urbain ou rural, on a droit au même programme de subvention. Donc, c'est à peu près la même chose. Un fermier urbain, un producteur urbain a accès et doit se qualifier aux différents programmes du MAPAC, de la financière agricole et autres. Soit il y a des subventions au démarrage d'entreprise. Et donc, quand on démarre une entreprise, on peut avoir une subvention de... Là, il y a plein de paramètres, mais entre 30 et 60 000 $ pour démarrer son entreprise. On peut avoir accès à des prêts à taux préférentiels. Et après ça, il y a des programmes de soutien qui existent là, mais qui est vrai pour l'agriculture urbaine que pour l'agriculture rurale. Donc, un agriculteur urbain est considéré comme un agriculteur par le gouvernement. Est-ce que ces aides dépendent de la taille de l'exploitation? Non, elle va dépendre du fait que, ça dépend lesquelles, mais la majorité dépend du fait que tu crées 5 000 $ de revenus annuels. D'accord. C'est la même chose au niveau rural, que tu aies 1 hectare ou 100 hectares, tu as accès aux subventions. Donc, en monde urbain, par exemple, il y a des fermes urbaines sur toi qui font 2500 mètres carrés, réussissent à produire pour plus de 5 000 $ de revenus agricoles. Donc, ils ont droit aux subventions, autant qu'une ferme en monde rural qui ferait 1 hectare, qui ferait même pas qui fait tout juste 5 000 $. Et la subvention est au prorata alors du chiffre d'affaires annuel? Non, mais pas prorata du chiffre annuel. Il faut faire 5 000 $ par année. Après ça, il y a d'autres paramètres. Ça va dépendre de la filière dans laquelle tu es. Ça dépend pour le démarrage. Là, ça va dépendre aussi de ton niveau de formation. Est-ce que tu as une formation en agriculture ou pas? En fin de compte, ça, c'est un facteur de taux de réussite. Là. Quand on a une formation en agriculture, on a plus tendance à réussir à démarrer son entreprise. Puis comme c'est une subvention au démarrage, donc c'est un critère là, pour obtenir la subvention ou avoir des études supérieures. Pourquoi, je ne sais pas, mais il semblerait que les personnes qui ont des études supérieures, même pas en agriculture, donc avoir un doctorat, par exemple, en philosophie, te permet d'avoir une subvention au démarrage d'entreprises agricoles plus élevée que quelqu'un qui a un diplôme en horticulture au niveau lycée. D'accord, merci. On va passer à la dernière question. Il y a une forte augmentation de producteurs d'insectes
Est-ce à destination animale ou humaine? Et y a-t-il déjà des estimations concernant la demande future? OK. Donc, actuellement, au Québec, il y a 10 élevages, on est rendu à 12, je pense, 12 élevages d'insectes en monde urbain. Il y a 28 entreprises d'élevage d'insectes au Québec, parce que certaines ne sont pas en monde urbain. La majorité sont à destination de la consommation humaine. En fin de compte, c'est consommation humaine et animale. Ils peuvent faire les deux, là. Puis quand on parle d'animal, c'est avant tout tout ce qui est les lézards, etc. Là, comment on appelle ça? J'ai le terme en anglais, là, les pet shops, des animaux domestiques. Et il y a quelques fermes qui se dédient, je pense que si ma mémoire est bonne, là, il y a deux fermes qui sont uniquement pour la production animale. La grande différence entre les deux, c'est que si c'est pour la production humaine, il faut une traçabilité de l'ensemble de la matière qui est utilisée dans l'élevage. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner n'importe quoi comme nourriture aux insectes, tandis que si c'est de l'alimentation animale, on peut leur donner du compost de la ville, on peut leur donner des grains déclassés. La traçabilité n'est pas essentielle, enfin elle est moins essentielle. Donc c'est ça, ça reste des petites entreprises. La majorité font de la farine là, pour après ça développer des steaks à base de protéines d'insectes et autres. Au niveau de puis là, c'est une bonne question. Là. C'est vraiment la question importante. C'est est-ce que finalement, il va y avoir des débouchés? Là, il y a des études de marché qui sont faites par des entreprises qui démontrent que oui, qu'il y a un intérêt. Considérant que c'est encore des petites entreprises, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu, mais avoir des grosses entreprises qui se développent, qui investissent des millions de dollars, ben là, ça serait très risqué. Hein. On voit apparaître actuellement en France, entre autres, INSEC. Je suis sûr qu'ils ont fait des études, mais avoir des grosses fermes qui demandent des dizaines de millions de dollars d'euros pour INSEC d'investissement, c'est très risqué. Puis c'est beaucoup, on le voit en Europe, ce que nous, on ne voit pas là, au Québec ou dans le reste du Canada, il n'y a pas de start-up. On n'a pas de start-up qui partent avec des 13-30 millions d'euros d'investissement. Ce qu'on voit plus en Europe, là, on a vu quand même beaucoup de cas agricoles, insectes, etc., qui ont réussi à lever des dizaines de millions d'euros, urban farmer aussi. Là. Mais nous, on n'a pas ça actuellement, donc on est vraiment des petites unités. Mais est-ce que les clients vont être là, les consommateurs vont être là? C'est à se poser la question. Il y a l'exemple même là, en Belgique, là, un des plus vieilles élevages d'insectes à consommation humaine, qui était Little Food à Bruxelles, a fermé. Donc, c'est toujours fragile. Puis Little Food, c'est pas nécessairement le modèle économique qui a fait mal, c'est plutôt que des associés ont quitté. Là. Donc, c'est plutôt une question de gouvernance qui a été difficile, mais ça démontre que le niveau de rentabilité la marge de profit est très basse, ce qui est vrai pour l'ensemble de l'agriculture urbaine, mais ce qui est vrai pour l'ensemble de l'agriculture. C'est souvent qu'on me dit oui, mais l'agriculture urbaine, c'est pas très rentable. Ben, l'agriculture, de manière générale, c'est pas très rentable. S'il n'y avait pas de subsides gouvernementaux, nous, c'est québécois pour nous, mais pour l'Europe, c'est souvent des subsides européens. L'agriculture peut-être n'existerait pas. Hein. C'est simplement un choix de société en se disant ben, il faut soutenir parce qu'il faut qu'on mange en tant que société et on n'est pas tous des agriculteurs dans l'âme. Donc c'est ça. Donc l'agriculture urbaine n'est pas très rentable. Si vous avez une idée de différentes filières. On a réalisé dans la dernière année différentes fiches économiques pour différentes filières. Par exemple, le maraîchage sur toit, l'élevage d'insectes, la culture de champignons et aussi la production de micro-pousses. Donc, on a fait des fiches de filières. On en va en faire d'autres qui s'en viennent pour montrer c'est quoi le niveau de rentabilité, quels sont les enjeux reliés au développement de ces filières-là. J'ai des petites fiches relativement courtes mais qui me démontre que c'est pour la majorité des projets, certains projets sont rentables, mais les niveaux de rentabilité sont très, très, très faibles et c'est des entreprises qui sont en démarrage, donc qui ont moins de 5 ans, donc qui sont toujours à risque actuellement. Mais je pense que pour le Québec, les gouvernements municipaux se rendent compte que ces fermes-là rendent d'autres services et donc veulent les soutenir pour ça. Parce que oui, ces fermes-là produisent des aliments, mais en même temps permettent de recycler de la matière organique, permettent de recycler
d'autres ressources urbaines que la ville n'a pas à gérer, donc c'est un gain pour elle, permet de créer des îlots de fraîcheur, des îlots de biodiversité. Il y a tout un avantage à l'agriculture urbaine et les municipalités se rendent compte que cet avantage-là, ben, ils ont tout intérêt à l'avoir chez eux, que ça parte ailleurs. En effet, on en reparlera début d'après-midi. Merci Eric. Je vais finir là et laisser la parole à Issam. Il reste 2 questions, je te les enverrai par email et éventuellement on affichera les réponses sur la plateforme. Merci Parfait. beaucoup. Ça me laisse le temps de lire entre les deux, avant mon autre conférence. Très bien. Je propose qu'on remercie vraiment Éric Duchemin pour sa présentation, pour la réponse aux questions et pour nous avoir donné un aperçu des activités en agriculture urbaine et périurbaine à Montréal et à Québec, au Québec en général. Et donc, je pense qu'on peut l'applaudir. On l'applaudit d'autant plus que l'exercice n'est pas fini pour lui, puisque Eric sera à nouveau présent à 14h45. Donc, Eric, je propose que l'on se connecte de nouveau via Skype. Apparemment, cette plateforme fonctionne. Voilà. Donc, pour l'ensemble du public en présentiel, donc nous allons maintenant manger et on revient en salle à 13h15. Ça veut dire il faut vraiment respecter le timing puisque l'après-midi il y a un programme assez chargé. Et donc aussi pour les personnes en virtuel, on recommencera les séances à 13h15 avec la masterclass sur les serres en toiture donnée par le projet Groove. Merci à tous, merci pour l'auditoire, que ce soit en virtuel ou en présentiel, je trouve que les questions étaient très intéressantes. En présentiel, j'ai pu observer un auditoire extrêmement concentré sur la présentation d'Éric, et ça veut dire qu'on a aussi un public intéressé et de qualité. Merci à tous, bon appétit.